Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus chez Caribe ce soir donc pour échanger, écouter, mais aussi faire la fête autour de la publication du 6e numéro de La moitié du fourbi, donc Bestiaire. Euh, on va commencer en fait par dire quelques mots, enfin présenter la revue que vous connaissez. Et puis ensuite, donc, les auteurs présents viendront répondre à une question, mais une question facile. Hein, il n'y a pas de piège. Et puis lire en fait un extrait de leur travail. Euh, Avant de donner la parole à Frédéric, je voulais dire que je suis vraiment fasciné, pour la 6e fois, hein, par la capacité qu'a la moitié du fourbi à vraiment mener un chemin, à tracer un chemin assez particulier. Je pense que comme beaucoup de lecteurs au premier numéro, je me suis un peu demandé qu'est-ce que c'est que cet animal-là, alors qu'il n'y avait pas d'animal à l'époque, puisqu'on parlait d'écrire petit. En disant c'est pas vraiment des nouvelles, c'est pas vraiment des textes critiques, c'est vraiment quelque chose d'hybride que j'arrivais pas nécessairement à qualifier. C'est varié, il y a à la fois du graphisme, de façon très très forte, et puis une écriture littéraire souvent à propos en fait d'autres littératures. Et puis ça a un peu cristallisé sur ce numéro de Bestiaire. Je me suis dit ouais, c'est incroyable, il y a vraiment une capacité poétique en fait chez aussi bien les auteurs que les plasticiens à faire jaillir quelque chose d'assez particulier, alors qui résonne avec le thème, parfois de façon très directe. Hein. Sur Bestiaire, tout le monde s'y est quand même plié de bonne grâce. Je pense que c'était un thème plus facile que d'autres. Dans les numéros précédents, il y avait parfois, il fallait un peu d'imagination hein, quand même pour voir comment ça se reliait vraiment au mot d'ordre. Et ça, je pense que le comité de rédaction avait un peu de mensuétude peut-être sur ça. Mais en tout cas, sur ce numéro, il est particulièrement spectaculaire. Et je vais le dire sincèrement, je trouve que c'est peut-être le meilleur qui a été fait jusqu'ici, sachant que j'adore les précédents. Donc vraiment, bravo à tous, c'est un superbe travail. Frédéric, pourquoi cette envie de parler d'animaux tout à coup Euh, on ne sait pas trop en fait, hein, je sais pas, peut-être. Alors, c'est vrai que les autres numéros étaient peut-être moins directement en lien avec une actualité, c'est peut-être un bien grand mot, en tout cas un intérêt sociétal actuel direct. Il y a peut-être ça qu'à jouer. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties sur la question de la condition animale ces dernières années. J'ai l'impression, bon, c'est peut-être qu'une impression, mais que l'animal est revenu un peu sur le devant de la scène hein, depuis au moins le parti pris des animaux de Bailly. Il y a eu beaucoup d'autres choses, des textes de Delano, prenant les choses Vincent Message, ouais. oui aussi sous différents biais, avec aussi effectivement la question de la montée un peu en force, on peut le dire, hein, de la pensée végane, même si tout le monde n'est pas d'accord dans ce cénacle-là, de l'antispécisme, il y a tous ces volets-là. Alors, est-ce que c'est ça qui a teinté? Je sais pas. Et puis, au-delà de ça, j'allais dire, au-delà de cette actualité-là, qui finalement, dans laquelle qui était pas j'allais dire la feuille de route du numéro. Hein. Il y a aussi le fait que effectivement ça ouvre des possibilités sur un imaginaire lointain, sur des choses personnelles, sur des choses ludiques, symboliques, qui au-delà de tout ça remontent à très loin et on s'est dit qu'il y avait des choses à brasser là-dedans. Hein. Donc, de toute façon, je rappelle que dans le principe, il y a toujours un pari dans chaque numéro, puisqu'on ensemble on retient une proposition, mais quand on invite les auteurs à écrire dessus, c'est rarement une commande précise. Ça peut arriver parfois, mais c'est plutôt bon bah voilà le thème. Donc il y a l'idée de quelque chose qui va se mettre en musique un peu tout seul. Voilà et souvent des surprises. C'est-à-dire que quand on retient une proposition, on pense à des pistes possibles, des axes qui pourraient donner lieu à des productions intéressantes, et puis ce qui va être fait peut parfois aller tout à fait dans d'autres directions, nous surprendre nous-mêmes, amener des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et donc voilà, il y a toujours un peu ce côté un petit peu aussi aléatoire qui fait partie du jeu dans la revue.
Bon, j'avais une question, mais qui est, enfin, de la pure curiosité de ma part, qui est une question presque de cuisine, ou voire d'arrière-cuisine, mais je vais quand même la poser. Parce que ça me fascine, en fait, justement, dans ce mode d'appel à texte souple, hein, c'est-à-dire où le cahier des charges est justement très, non pas nébuleux, qui serait un peu péjoratif, mais en tout cas ouvert. Ouais. Voilà. C'est ce risque, parce que quand même, là on parle de 18 textes, il y a eu certains numéros où il y en avait même légèrement plus. Le risque qu'il y a des choses qui soient proches, enfin, ou qui justement orientent en fait le numéro dans une certaine dimension, ou des textes qui résonnent ensemble, ce qui est superbe, et puis quand même qui finissent parfois par trop résonner, c'est-à-dire que tu n'as jamais éventuellement des gens qui vont choisir le même objet. Donc, est-ce que tu peux dire, orienter en amont en disant, bah non, ça vous êtes plusieurs à vouloir le faire, ça c'est pas possible. Un petit peu quand même, c'est-à-dire que je demande quand même aux auteurs un peu sur quoi ils vont écrire. Et si, bon, pour l'instant, ça s'est rarement trouvé, mais si deux choses se trouvaient vraiment trop proches, trop redondantes, ou si au vu des propositions qui s'annoncent, si on devait se retrouver avec 6 ou 7 textes qui aillent tous plus ou moins dans le même sens ou sur la même problématique, là il y a un arbitrage possible. Ça a pu. Mais finalement, curieusement, ça s'est assez rarement trouvé. Donc je demande toujours effectivement aux auteurs sur quoi ils vont écrire pour assurer peut-être qu'il n'y ait pas ce risque de télescopage. Il y a pu y avoir des textes qui allaient sur des mêmes auteurs, des mêmes questions, mais qui finalement s'éclairaient de manière très différente. Donc c'était pas gênant. Je sais plus, dans le premier numéro, il y avait, je pense, au moins 2 textes qui parlaient, je crois, de Walzer. Il peut y avoir des... Voilà. Mais sinon, effectivement, il y a une tentative d'essayer de réguler ça. Mais finalement, on s'est jamais trop trouvé dans la situation où... je pense que les auteurs invités ont aussi quand même et puis en plus, c'est une revue qui laisse une place à la subjectivité dans l'écriture assez souvent, qu'on peut utiliser ou pas, mais comme on le verra là, enfin je sais pas, par exemple, je pense dans ce numéro au texte de Daniel Momon, Francis Tabouret, Amandine, qui portent aussi quelque chose de... Donc ils ont leurs univers, etc. Et finalement, c'est assez rare que ce télescopage survienne, quoi. Puisque c'est pas une revue d'études, donc... Non, voilà. D'ailleurs, il y a un animal qui s'est révélé un peu plus populaire que les autres en fait, dans ce numéro, qui est l'ours. Hein. Oui. Mais les traitements qui ont été retenus sont effectivement extrêmement variés, par des angles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'y a pas du tout de sentiment, tiens, encore un ours, ce qui pourrait être un risque quand même. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, ouais, bon. Je pense qu'effectivement, les auteurs qui interviennent, qu'ils soient des auteurs confirmés, qu'ils soient des auteurs parfois, certains qui n'ont pas nécessairement produit beaucoup, mais on sent qu'il y a des univers forts en fait derrière. Moi, c'est une des caractéristiques que je trouve frappantes, y compris quand la forme varie très largement. Enfin, ça, on en parlera en parlant de chacun, mais dans cette espèce d'immense continuum, c'est vrai qu'on a certains textes qui se positionnent alors soit de façon authentique, soit de façon joliment parodique, dans un certain une critique, bien un texte académique, un texte scientifique. Il y en a un notamment sur un certain parasite des vignes, en fait, qui est assez étonnant de ce point de vue-là. Enfin, mais il y a aussi des textes qui sont de la poésie, voire de la poésie justement de vocale, sonore, quelque chose qui est fait pour être incanté, et donc il y a un spectre extrêmement large qui arrive à être parcouru, et pourtant il y a une unité. Donc il n'y a pas en revanche de ta part dans le cahier des charges ou de votre part de dire bah non, pas ce type de texte quand même. C'est réellement totalement ouvert. Il n'y a pas d'interdit a priori. Il a pu y arriver, on ne donnera ni d'exemple ni de nom, mais très à la marge que quelques textes de personnes qu'on avait invitées, quelle que soit par ailleurs leur qualité, n'entrent pas dans ce qui nous semblait possible pour la moitié du Fourbi, et on ne les a pas publiés. Bon, c'était pas forcément évident de revenir vers l'auteur dans ces cas-là, dans cette situation, mais ça s'est finalement très très rarement produit, quoi. Il peut y avoir des petits échanges sur certaines choses, on dialogue sur les textes qu'on écrit tous, hein, mais non, il n'y a pas d'interdit a priori, c'est clair.
Voilà, bon, enfin, ensuite, alors j'ai choisi un ordre alors, qui, malgré les apparences, n'est pas un ordre aléatoire, hein, mais qui pourrait par moment donner l'impression d'être aléatoire. Donc je prie de m'en excuser par avance, mais il y a une logique secrète dans l'ordre dans lequel ce sera. Et en fait, je vais commencer par poser une question à Christophe Burin, parce que enfin, je voulais comprendre justement, parce que cette revue frappe, je pense, que la lectrice ou le lecteur par cet équilibre délicat entre l'aspect graphique et l'aspect donc textuel. Alors, il y a les questions on le voit, hein, en parcourant les couvertures, elles ont toute une identité forte, et pourtant il y a quelque chose évidemment de commun. Et puis ensuite, il y a la façon dont la part graphique en fait à l'intérieur est sous des formes très variées, puisqu'il y a du dessin, il y a de l'encre, il y a de la photographie. Et là, j'étais curieux de savoir cette conception, comment ça s'opère, sachant qu'au départ, tu ne sais pas nécessairement ce que vous allez récupérer comme matériau graphique. Bon, c'est vrai qu'ensuite, on a quand même une idée à chaque fois des matériaux qu'on peut récupérer. J'ai envie de dire, pour moi, qui suis plutôt quand même quelqu'un de l'image, toute la difficulté ou tout le dosage, ça va être de rester comme sur une revue vraiment qui est sur du texte, une revue littéraire, mais en même temps en lui amenant quand même de la vie, de l'écho, et de donner de l'envie, en tout cas pour la lecture des textes. C'est que dans ce dernier numéro, on est passé un peu à une V2, justement aussi dans cette logique-là. C'est qu'on a eu, au fil du temps, forcément il y a des retours, on a à la fois envie d'avoir une régularité donc qui s'inscrit dans le format, dans les couvertures, et puis en même temps, voilà, envie d'évoluer aussi avec les textes. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est un peu de la même manière cette définition qu'il peut y avoir dans le texte, et d'essayer de trouver un langage graphique qui va traduire ce positionnement très particulier de la moitié du fourbi, qui est entre effectivement plusieurs narrations. Voilà, donc à travers aussi la rencontre, dans la mise en forme et dans les petits bouts d'illustration qu'on peut y trouver. J'imagine qu'il y a sur un des univers graphiques, hein, enfin visuels, qui est présenté là, donc qui est Yokai no Shima, des photographies de Charles Frégé, qui mettent en scène des personnages donc issus de différents rituels largement saisonniers, mettant en jeu évidemment des animaux, des totems animaux au Japon. Je crois que donc il y a d'abord un cahier photo, puis je crois que c'est la première fois qu'il y a Non, alors c'est vrai que ça y était pas au début, mais ouais, je crois que c'est la troisième fois qu'on fait un petit. Enfin, il y a toujours eu un cahier photo, à vrai dire. D'accord. Bon, c'est la première fois qu'il est en couleur. Voilà, ah oui, c'est ça. Ou la deuxième fois qu'il est en couleur. Et c'est vrai qu'aussi, on lui a attribué un nouveau papier aussi, un papier couché, enfin un papier offset pour voilà, avoir un beau rendu de photo, et puis casser un peu le rythme aussi. Et du coup, bon, là, j'étais curieux de savoir, enfin, alors je crois que ça vient d'une exposition qui comporte d'un corpus qui comporte plus d'une centaine de photographies. Ouais, voilà, là c'est vraiment inscrit dans le travail d'un photographe qui est aussi quand même dans la narration, qui va aller chercher dans les folklore de différents pays. Donc il a fait tout un premier ouvrage qui était sur l'Europe en fait, au sens large. Et là ce deuxième livre dont on a extrait les images qui est issu d'une série de photos du Japon, où effectivement donc il va récupérer, enfin remettre en scène des costumes traditionnels, mais en redonnant une écriture qui est assez frontale, presque de l'ordre de l'encyclopédie, pour voilà, avoir une espèce de trace et de toutes ces expressions donc animales quand même si des fois c'est anthropomorphique, de chacun de ces costumes, quoi. Il y a un deuxième cahier qui est donc principalement graphique, voire essentiellement graphique, qui est également très étonnant et qui est totalement différent, hein, qui est l'histoire naturelle du modernisme donc de Ernst Haeckel, qui était ce biologiste allemand donc consacré, une pointure, même s'il a défendu longtemps une théorie qui finalement a été infirmée, mais c'est des choses qui arrivent. Mais en revanche, voilà, là aussi, ça en revanche, j'ai pas saisi. Ce sont des planches qui sont extraites d'un très grand corpus aussi, ou bien ce sont plutôt des éléments isolés en fait. Et ben là, c'est des extraits effectivement de son œuvre, l'ensemble de son œuvre est effectivement des planches comme ça, qui vont décrire des vrais. Enfin, c'est une réinterprétation de la nature sous forme de planches
un peu botanique, quoi, on va dire. La botanique, mais avec un aspect avec des animaux. mathématique dans leur construction qui sont dingues. Enfin, il y a énormément de symétrie et de fausse symétrie. Enfin, c'est assez frappant cette façon dont Ouais. on cherche par moment s'il y a eu à des moments des rotations ou des. En fait, il les a faites il les a dessinées comme biologiste, mais ses formes artistiques de la nature étaient destinées aux artistes. Donc, quand il a commencé à les publier, il a recomposé les planches avec des vues décoratives. Il y a donc, ce sont donc des modèles de dessin pour lui, mais il a documenté en tant que biologiste toutes les figures qu'il montre avaient été dessinées l'une après l'autre dans le cadre de croquis de terrain. Enfin, globalement, ce que je pense qu'on essaye de faire aussi dans l'image, c'est de considérer l'image comme une narration et de se dire, voilà, c'est des personnes qui vont pas utiliser des mots, mais qui vont utiliser d'autres médias comme la photo, l'illustration, la calligraphie, pour aussi, voilà, raconter, partager un point de vue sur le monde. Donc forcément, c'est une interprétation qui est plus sujette justement à différentes versions. Mais c'est ce que je trouve intéressant, en fait, c'est à chaque fois d'essayer de trouver des artistes qui ont aussi leur lecture du sujet dans le temps. En l'occurrence, Charles Frégé, c'est un travail contemporain. Et là, c'est quelque chose qui est, voilà, quelqu'un qui est décédé, mais qui vont amener leur lecture du monde à travers le monde animal, en tout cas pour Bestiaire, quoi. Et en fait, aussi suivant les numéros, on alterne en fait, c'est soit effectivement là pour Charles Frégé un travail déjà existant, mais sur le numéro précédent, on a travaillé avec une jeune photographe à qui on a soumis le thème et voilà, qui s'est emparé, qui a vraiment une production photo spécialement pour la revue et qui va recréer son histoire. Donc c'était sur Noir et ce n'est pas la nuit. Et sur le prochain numéro, je pense qu'on va faire la même mécanique, on va essayer d'alterner en fait des photographes, voilà, qui ont une écriture qui colle parfaitement au thème et qu'on trouve pertinente. Et de notre côté, voilà, un travail de collaboration, comme pour les textes, avec des auteurs, voilà, plus jeunes, avec qui on a une affinité, pour écrire, mais avec des images, quoi. Et de façon très tactile, et je voulais finir avec ça sur le graphisme, puisque cette couverture, notamment, on sent le poil de l'ours qui est présent dans le numéro, c'est assez spectaculaire. Voilà. Voilà, c'était un challenge que j'avais fait avec Hugo qui m'a dit, mais après toutes les couleurs, ça va être quoi le prochain numéro pour Bestiaire? J'avais dit, ce sera en peau de bête. Et voilà. Et ça a bien fonctionné. Merci. Très bien, merci à vous. Et donc je vais commencer du coup par Hugues Leroy, et je vais vous dire pourquoi en fait. Mais c'est parce que fatalement, sur le nombre d'auteurs qui interviennent au fil des numéros, moi, au fil des numéros se dessine un peu un auteur, et je sais que c'est pas bien, mais qui est un peu mon chouchou, c'est-à-dire que presque à chaque fois, en fait, je trouve que c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc j'ai fait venir en premier pour en être débarrassé, pour pouvoir ensuite... Donc voilà, c'est un texte qui est spectaculaire, parce que ça m'a frappé tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Il y a Beowulf, et on parle d'animaux, et puis après on va plus en parler. Et il y a cette façon de construire. Enfin, et c'est vrai que c'est sur des sujets aussi différents que les textes des numéros précédents. Il y a une façon de mettre en abîme, et de façon assez inattendue, quelque chose. Mais je voulais néanmoins savoir donc pourquoi. Pour le Bestiaire, comment la légende de Beowulf s'est imposée en fait pour toi? Quand on a commencé à réfléchir sur le Bestiaire, on s'est dit avec Fiolof que ça serait quand même pas mal peut-être d'aller creuser du côté des bestiaires médiévaux. Et j'ai dit à ce moment-là que oui, ça pouvait peut-être m'intéresser. Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la question des bestiaires médiévaux, et m'est revenu en mémoire une figure pas tout à fait de bestiaire, une figure de monstre médiéval que j'avais rencontré il y a 4-5 ans dans d'autres circonstances, mais qui m'avait beaucoup impressionné, et je me suis dit que j'aimerais bien parler de ça. Il se trouve que ce monstre médiéval est mentionné dans un texte qui est inclus dans un manuscrit dans lequel on a Beowulf, et on n'en a qu'un de Beowulf. Il y a qu'un manuscrit qui existe, le texte qui est le premier, la première saga anglo-saxonne ne nous est transmis que par cet unique manuscrit, et attaché, cousu dans ce cahier, il y a un petit texte qui s'appelle Les Merveilles d'Orient,
une espèce d'incroyable mais vrai médiéval dans lequel on raconte des choses étonnantes qui se passent en Inde, loin, et dans lequel se trouve la figure de ce monstre, à la fois bestial et très humain, dont j'avais envie de parler. Donc en fait, ce cocktail s'est fait un peu tout seul. Ça me paraissait difficile il fallait simplement présenter ce texte, et la seule notoriété de ce texte et de ce monstre, à vrai dire, tient au texte d'à côté qui est cousu dans le cahier, qui est Beowulf. C'est la raison pour laquelle je l'ai, voilà, je suis allé vers ça. Et ensuite, en me disant, voilà, c'était juste cette envie de parler de ce monstre. Et lorsqu'il s'est agi d'en parler, c'était un peu plus compliqué parce que la mention du texte, c'est 3 paragraphes et une image. Donc une fois qu'on a vu l'image et lu les 3 paragraphes, c'est difficile de gloser dessus. Donc j'ai plutôt essayé de comprendre pourquoi c'est ce monstre-là, un peu énigmatique et qui remonte à l'an 1000, m'intéressait, m'inquiétait et pouvait nous intéresser et nous inquiéter à 1000 ans de distance. Voilà, c'était en gros l'idée qui m'a... Mais je suis allé rechercher ce souvenir qui m'avait marqué. Bon, du coup, si tu nous as mis un extrait, enfin, donc, oui. Oui, mais alors donc, je te laisse choisir, effectivement, soit dans l'enracinement Beowulf, soit justement dans son écho contemporain, c'est vraiment comme tu le souhaites. Eh ben, je vais juste vous montrer je vais juste vous lire peut-être la description, parce que je vous ai amené le monstre quand même. Je me suis dit que ça pouvait servir. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer très brièvement ce qu'il fait. Comme je vous dis, ça tient en 3 paragraphes, donc c'est très vite. Dans les îles de la mer Rouge, on rencontre ce monstre que le texte appelle la Donestre. La Donestre parle toutes les langues. Elle a une tête de lion, enfin une tête surnaturelle sur un corps d'homme. Et lorsqu'elle rencontre le voyageur, comme elle parle toutes les langues, elle lui parle dans sa langue et lui donne des nouvelles de sa famille. De cette façon, elle le séduit, le capture, le dévore, et lorsqu'elle l'a dévoré, elle le dévore en entier, en fait, à l'exception de la tête. Elle garde la tête, et sur la tête, elle pleure. Donc c'est le monstre qui pleure sur la tête de ses victimes, ce qui n'est pas si fréquent, et que je trouvais une idée assez inquiétante. Par ailleurs, je vous montre l'une des illustrations de la Donestre. Celle-là doit dater du XIIe siècle. Il en existe 3. Il y a 3 versions de ce texte qui s'appelle les Merveilles d'Orient. Et la Donestre est donc dessinée 3 fois. Dans les 3 fois, les textes sont... il y a des enluminures. J'ai choisi la plus belle, la plus récente. On est probablement au XIe et XIIe siècle. Et je vais juste vous lire la description que j'en donne en vous montrant l'image. C'est assez bref. Voilà. Quoi qu'il en soit, la Donestre pleure, et les illustrations ultérieures, les léonines, comme celle-ci, calquées sur le même modèle, s'appliquent à souligner cette conclusion inquiétante. Les 3 actes de la tragédie y sont condensés en une seule image, inoubliable, dont les scènes s'agencent en ordre circulaire avec un soin tout didactique. En haut, nous voyons le monstre converser avec un voyageur. Ils se tiennent à 2 pas l'un de l'autre et leurs bras levés, leurs index tendus vers leur poitrine ou vers la figure de l'interlocuteur, ça c'est très médiéval, indiquent qu'ils se parlent intimement. L'œil du lecteur suit l'aller-retour des gestes, passe aux cuisses puissantes de la Donestre, puis à son sexe, peint de rouge, et enfin aux jambes du voyageur, bien plus courtes et graciles. Et brusquement, tout change, parce qu'il y a cette espèce de décrochage dans les lignes que vous devez voir, qui introduit à la brutalité de la scène suivante, qui se trouve juste en dessous. Au-dessous et à droite de ce premier groupe, les 2 figures sont maintenant réunies. Voici le monstre occupé à dévorer le même voyageur, reconnaissable à son vêtement, courbé sur l'homme. Il l'a saisi dans une étreinte bestiale, écrasant sa tête d'une main puissante qui lui cache le visage. De l'autre, il soulève sa victime par la taille tandis que sa gueule descend pour avaler son bras gauche. La scène d'une extrême violence
abolit dans un rapprochement fulgurant tous les signes de communication qui distinguaient la précédente. La bouche, les mains expressives, l'espace où se déployait la parole. On ne voit pas de sang, c'est un élan qui nous est montré, une dynamique de prédation à l'œuvre. Le bon de la bête sur l'homme, souligné par le déséquilibre des corps dont les positions sont celles d'un viol. Un pied du monstre déborde même le cadre du dessin comme s'il allait jaillir dans notre monde. Et pour finir, dans le coin inférieur gauche, le buste du dévorateur se penche sur la tête coupée. Elle gît en contrebas de celle du voyageur agressé dans la scène précédente. Il semble qu'elle ait roulé de là-haut, signifiant la mutilation tout en invitant le lecteur, d'une tête à l'autre, à conclure son parcours circulaire. Ici la donestre grimace, baisse les épaules, porte les mains à ses tempes. Tout le registre pathétique de la gestuelle médiévale nous signifie sa terrible et inexplicable affliction. Voilà. Merci. Je demande ensuite à Hélène Gaudy de... Je te le montre après. Pourquoi? Parce que je trouvais que le travail qu'a fait Hélène dans ce numéro, pour moi, est emblématique de l'un des pôles, en fait, autour duquel s'organise la moitié du Faubourg. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de médiation et de surmédiation qui pour moi est très représentatif d'une grande partie de ce qu'essaye de faire, enfin, me semble-t-il, la moitié du Faubourg. Donc, puisque tu as organisé en fait la rencontre, confrontation et la mise en perspective de deux formes d'ours, en fait. Celui de Joyce Orman, donc, qui avait donc tenté dans son roman de se mettre en pensée en fait et en écriture à l'intérieur de la psychologie et de l'historique d'un ours, et puis celui de Abraham Poincheval. Abraham Poincheval, qui lui a habité en fait à l'intérieur d'un ours mort pendant quelques temps au musée de la chasse. Et voilà, donc j'étais vraiment très curieux de savoir comment cette configuration assez particulière s'est mise en place, qu'est-ce qui l'a provoqué. Alors moi, c'est la première fois que je faisais un entretien pour le Faubourg. D'habitude, j'écris des textes aussi. Et là, c'est vrai que la première chose qui m'est venue par rapport au thème, c'était ce souvenir donc de cette performance donc d'Abraham Poincheval, qui est artiste, qui a fait beaucoup de performances d'enfermement en fait dans des lieux. Il s'est enfermé dans une pierre pendant plusieurs semaines. Il s'est enfermé. Enfin, il a fait aussi des voyages un peu absurdes avec son comparse Laurent Tixador, avec qui il faisait des choses ensemble pendant longtemps. Donc, il faisait des voyages. Par exemple, ils ont creusé un tunnel à la petite cuillère sur des centaines de mètres. Enfin bon, ils ont des espèces d'aventures comme ça un peu absurdes et assez poétiques et toujours sur la question de l'enfermement, de l'isolement et du corps et de comment on vit ça. Et donc, Poincheval s'est enfermé effectivement en 2014 là, dans l'ours empaillé du musée de la chasse avec une petite caméra et les gens pouvaient aller le voir et discuter avec lui. Et je me souvenais que Joy Sorman m'avait raconté qu'elle était allée le voir au moment où elle écrivait son livre sur l'ours et qu'elle lui avait lu des passages de son livre et qu'elle avait parlé avec lui. Et donc il y avait l'homme dans l'ours qui a une espèce d'expérience physique. Et le travail littéraire de Joy est aussi très, très physique. Enfin, tous ses livres sont beaucoup sur le corps, sur la façon dont les corps habitent l'espace, dont ils se débrouillent en fait avec ce qui les entoure. Et cette confrontation-là m'intéressait, surtout qu'il s'était jamais vraiment vu en fait. C'est-à-dire que Joy, elle l'a vu quand il était dans l'ours, elle est allée le voir ensuite parce au Palais de Tokyo, là, il a couvé des œufs il y a quelques temps. Voilà. Donc il a couvé des œufs pendant un certain temps aussi. Il a eu un très bon rendement d'ailleurs parce qu'il y a eu plus d'œufs qui ont éclos que pour une véritable poule. Donc c'est quand même une assez bonne poule. Donc Joy est allée le voir là aussi et ils ont parlé, mais lui était en train de couver ses œufs. Voilà. Donc c'était une parole quand même un peu contrariée. Et j'ai eu envie qu'ils se rencontrent. En plus, eux avaient assez envie de se rencontrer aussi parce que du coup, Abraham connaissait le travail de Joy et Joy, évidemment, celui d'Abraham. Donc voilà, de les faire dialoguer sur cette question de l'ours, de comment on approche comme ça un animal, et par la littérature, et par l'action quelque part, même si évidemment l'ours qui est habité par Abraham est un ours mort, enfin, est une dépouille d'ours, et justement comment on insuffle de la vie
ce corps qui reste. Et lui, justement, Abraham dit dans l'interview que sa manière d'insuffler de la vie dans cette dépouille, c'était justement le récit. Donc c'est le récit que les gens venaient lui faire, c'est le récit que Joy a écrit, c'est tous ces récits qui sont venus à la fois meubler son imaginaire à lui, qui était quand même enfermé, plié en quatre dans un ours toute la journée, et aussi toutes ces lectures, tout ce qui a fait exister l'ours pour lui. Voilà, donc c'était déjà un moment assez... Enfin, le moment de la rencontre a été, je pense, assez riche pour nous trois, parce que eux étaient heureux de se rencontrer, et moi j'étais heureuse aussi de voir ce qui se produisait entre eux. Et voilà, on a exploré cette question-là. Ouais, mais le résultat est effectivement assez époustouflant, parce que à propos, bon, y compris quand on n'a pas vu la performance et quand on n'a pas lu le truc, c'est qu'il y a une espèce de tierce chose en fait qui se crée dans le choc. Alors j'ai dit confrontation, c'est pas une confrontation, puisqu'en plus c'est extrêmement amical et il y a effectivement beaucoup de complicité qui apparaît, puis que tu favorises en fait justement en leur proposant aussi des espèces de lignes de fuite en fait sur lesquelles comparer leurs sensations ou leurs perceptions. Mais moi j'ai été très impressionné par cette façon de provoquer en fait le choc du texte de Joyce Saint-Amand en fait avec cette performance qui effectivement au départ est vraiment déroutante. Ouais. Il a vraiment passé des semaines à l'intérieur de l'ours empaillé, quoi. Tu dis que voilà, essayer de lui. Parce qu'en plus, de ce que j'ai compris, il fait la performance, il verbalise pas nécessairement énormément autour. C'est à prendre ou à laisser, justement. Et là, le fait d'être en partie obligé, d'une certaine façon, par ça, de verbaliser ses sensations, on sent que lui aussi, ça lui ouvre des perspectives nouvelles et intéressantes par rapport à des futures performances. Puisque vous mentionnez effectivement aussi la couvaison au Palais de Tokyo. C'est chose de voilà de... Il y a eu une espèce d'aller-retour en fait, parce que donc Abraham disait partir beaucoup de romans en fait pour ses performances. Enfin, c'est quelqu'un qui a des souvenirs de lecture, beaucoup d'enfance surtout, qui lui donnait envie d'habiter dans le livre. En fait, il y a eu cette formulation que je trouve assez jolie de dire moi les livres qui m'animent, c'est les livres qui activent quelque chose, où je me dis mais j'ai envie de faire vivre, de réaliser en fait dans le monde réel cette sensation, ces envies que me donnent les livres. Donc finalement, ces performances viennent de ça. Il y a l'histoire du Baron Perché, il y a un certain nombre de lectures comme ça qui lui ont donné envie d'aller activer un peu ces récits-là. Et finalement, ça va susciter du récit aussi, parce que Joy va écrire aussi... alors, elle avait quasiment fini son livre quand même quand elle est venue le voir, donc elle ne s'est pas franchement inspirée de ce que Abraham faisait, mais par contre, elle est venue lui lire... ça a été son premier lecteur, en fait, je crois avant ou en même temps que son éditeur, mais c'était vraiment les deux premiers lecteurs du texte. Donc voilà, il y a une espèce de principe de vase communicant comme ça qui vient du livre et qui retourne au livre en passant par une action. Merci. Et bravo. Je vais demander au porte-parole d'Ernest Menot en fait de venir, donc du CERF. Bonsoir, je voulais te poser donc une question sur cette approche en fait donc encyclopédique, parce que là on parle vraiment d'un article qui fait songer dans sa forme, à ceux du Grand Larousse illustré, c'est l'époque, c'est la pure époque de la vulgarisation. Et donc il y a cet insecte qui s'en prend aux vignes. C'est une sorte de héros quand même, faut le dire. Comment il est arrivé cet insecte, et comment Ernest Menot est arrivé dans le paysage? Comment moi je l'ai rencontré, c'est un ami qui s'appelait Jean Lemauve, qui était typographe, qui est mort maintenant, et qui avait les éditions L'Arbre. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits livres qui étaient magnifiques en typographie. C'est lui qui publiait par exemple Il arrive au Ronca, des très, très belles choses. Et un jour, il m'a envoyé un livre et il m'a dit « ça devrait te faire rire ». Et je reçois ce livre, c'était, comment l'avait-il intitulé? C'était Ernest Menot, du Griboury, virgule, ou l'écrivain. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai lu ce texte et j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était une invention de sa part. Et en fait, pas du tout. Il avait utilisé
les travaux de M. Ernest Menot, qui était un zoologue éminent du 19e siècle, une espèce d'Élysée reclus de la zoologie, qui s'était intéressé aux animaux, et en particulier aux insectes, au 19e siècle. C'était une espèce de précurseur de l'éthologie. Il s'était en particulier intéressé, alors pas seulement aux insectes, mais chez les animaux, il s'était intéressé au rapport affectueux des animaux au 19e siècle, et notamment au sentiment maternel des animaux, ce qui est un truc au 19e siècle complètement ahurissant. Je ne suis pas certain que ces conclusions soient toutes validées par la science contemporaine, mais en tout cas, voilà, c'était une espèce de savant assez novateur qui a disparu des mémoires assez rapidement, alors qu'il a publié des livres qui étaient vraiment au 19e siècle plutôt répandus, et en particulier pour une raison toute bête, c'est qu'au 19e siècle, autant le 20e siècle sera le siècle de la chimie, autant le 19e c'était la thermodynamique, l'agronomie, enfin toutes des choses qui permettaient d'avancer sur des domaines qu'on ne maîtrisait pas. Et l'agronomie au 19e siècle, c'est un truc absolument phénoménal. Quand on voit le nombre de publications qu'il y a qui concernent l'agronomie, on n'en reviendrait pas aujourd'hui, qui est une époque aujourd'hui qui se croit écologique. On est très très en retard sur ce qui se faisait au 19e. En tout cas, on est en retard en termes de préoccupation, quoi. Et Ernest Menot, donc, il s'intéresse aux insectes, et en particulier aux nuisibles. Et parmi les nuisibles, il en découvre un. Je vous laisserai découvrir son nom réel, etc. Mais cet écrivain s'appelle le Griboury. Et le Griboury, il a aussi un autre surnom, c'est l'écrivain. Et comme par hasard, l'écrivain sévit dans les vignes. C'est pas de chance, enfin, c'est le hasard, mais l'écrivain sévit dans les vignes. Et donc, à partir de ce surnom de l'animal, je vous expliquerai pourquoi il s'appelle comme ça, Jean Le Mauve avait pris des extraits du texte d'Ernest Menot, qui était un gros livre sur les nuisibles de la campagne. Il avait choisi des passages qui, en réalité, racontaient la vie de l'écrivain à Saint-Germain-des-Prés, et c'était à mourir de rire. Donc là, j'en ai choisi aussi quelques extraits qui sont un peu significatifs. Mais c'était cet animal, donc, qui était assez nocif pour la vigne, et vous savez que la vigne au 19e, c'était quand même assez important. Aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais à l'époque certainement. Il s'est appelé l'écrivain parce qu'en fait, une de ses activités, c'était de manger les feuilles de vigne et de créer des espèces de petits signes. Voilà. Et le passage des mâchoires de la bestiole ressemblait à des petites lettres. Et donc, on l'a appelé, les agriculteurs l'appelaient l'écrivain puisqu'il faisait des lettres sur les feuilles. Voilà, tout bêtement. Simplement, il avait effectivement des comportements d'écrivain aussi. Est-ce que tu nous as un extrait, voilà, ouais, juste un petit. Voilà, un petit extrait, mais qui donne juste un petit, cette correspondance entre l'insecte et son homonyme. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. L'écrivain, ou Griboury, est un très petit coléoptère. Oui, parce qu'en plus, il est assez... Bref, il n'est pas très bien foutu, quoi. C'est à bon droit qu'on l'a regardé comme un hanneton en miniature. Il est très nuisible aux vignes. L'écrivain a l'état d'insecte parfait et rustique. Il ne craint ni la chaleur, ni la pluie. Il subit plusieurs transformations pendant le cours de son existence, mais c'est toujours quand les bourgeons sont développés que l'écrivain apparaît à la surface du sol pour grimper le long des ceps, atteindre ensuite les jeunes pousses, ronger les feuilles et détruire en partie les nouvelles grappes. L'accouplement a lieu pendant le mois de juin. Le Griboury saute plus qu'il ne vole. C'est pourquoi un certain nombre de vignerons le désignent encore sous le nom de diablotin. Les mâles et les femelles ne meurent pas toujours après l'accouplement et la ponte. Un assez grand nombre des uns et des autres continuent à résider sur les vignes. Alors, s'attaquant au parenchyme des grandes feuilles, ils y font dans tous les sens des découpures irrégulières, bizarres même, qui rappellent un peu les anciennes écritures. Ce sont ces entailles, allongées et étroites, qui les ont fait appeler écrivains. Les découpures faites dans les feuilles par l'écrivain sont ordinairement droites, mais comme elles vont dans des directions diverses, il arrive souvent que par leur réunion, elles forment des V, des A, des L, des I, des N, etc. Des lettres qui justifient bien le nom qu'on a donné depuis longtemps à cet insecte. L'écrivain, à l'état parfait, se laisse tomber à terre avec une grande facilité.
Ça, vous avez reconnu de qui il parle. Et si on le touche, en particulier, ou si l'on se dirige vers lui, alors il se contracte, rapproche ses pattes de son corps et contrefait le mort. À cause de sa petitesse et de sa couleur, il est difficile de la trouver, parce qu'on le confond très aisément avec le sol, surtout lorsque la couche arable est brune ou calcaire rougeâtre, et aussi parce qu'il se cache très promptement en terre. Le gribouris disparaît vers la fin d'août ou au commencement de septembre. Vous remarquerez que c'est juste à peu près au moment où se décident les trucs du prix Goncourt. Voilà. Alors, il y a d'autres passages qui sont assez délicieux. Il y avait juste une phrase. Voilà. Voilà, donc, cet animal a une particularité, c'est que, en fait, vous avez vu, il est assez peureux. Il aime bien monter sur la vigne, il aime bien s'accoupler, il aime bien manger les feuilles, etc. Mais dès qu'on s'approche de lui, il contrefait le mort. Et en particulier, il y a un truc assez terrible, c'est que dès qu'une ombre arrive sur lui, vous allez voir ce qui se passe, si son ombre arrivait sur le cep, donc l'ombre de l'ouvrier par exemple, ou de l'ouvrier agricole, il effraierait les insectes et ceux-ci se laisseraient tomber sur le sol. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Anne Morel. Anne Morel, en fait, c'est ton texte, là aussi, incarne une des possibilités offertes, je trouve, par la moitié du Fourbis, de temps à autre, c'est de donner un avant-goût, un extrait, un galop d'essai d'un travail de plus vaste ampleur qui est en cours. Oui. Donc c'est ce qui me semble. Là, en fait, c'est alors justement, est-ce que c'est un extrait? Est-ce que c'est une esquisse, en fait, d'un travail dont tu nous dirais quelques mots, en fait, qui porte, alors que je résume évidemment de façon, et après tu vas nous en dire plus, mais qui porte sur Francis Bacon et Alberto Giacometti, Oui. et dans une relation dynamique assez étonnante, en fait, qui s'incarne dans ce numéro de Bestiaire. Donc, mais dont il est indiqué donc qu'il ne cache pas, mais qu'il annonce en fait un travail. Qu'il annonce un travail qui peut-être verra le jour un jour, mais c'était pour moi davantage qu'une esquisse, je ne sais pas encore, mais c'était une manière de me rendre clair aussi à moi-même, une question qui m'avait frappée en écrivant un premier livre sur Giacometti, enfin à partir d'eux. Hein. Donc la question qui m'intéressait, c'était celle de l'œil des sculpteurs ou des peintres au XXe siècle qui devient, j'ai envie de dire, un œil gueule, même pas un œil bouche, mais un œil gueule, c'est-à-dire un œil qui entend mordre sur le réel, avec une sorte d'avidité et de cruauté et de violence qui est d'ordinaire placée du côté de l'animal. Et donc c'était au fond cette métamorphose voulue, pas subie comme dans l'Antiquité, comme dans les métamorphoses que raconte Ovide, mais cette fois-ci une métamorphose absolument voulue, que j'ai voulu explorer, que je connaissais chez Giacometti et que j'ai découverte chez Bacon, comme une sorte enfin, ils étaient très amis, enfin ils se sont connus peu de temps, très tard, 1 an avant la mort de Giacometti, mais par contre leur amitié était intense. Et donc je voulais travailler cette question de la métamorphose qui me paraissait fonctionner comme une sorte de dispositif. Enfin, si j'emploie un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fallait se faire animal, il fallait surtout se faire l'œil sauvage. C'est pour ça que j'ai employé aussi des infinitifs dans le titre et dans les propositions. Se faire l'œil sauvage, c'était se placer délibérément du côté de l'animal pour que l'œil acquiert une sorte de puissance et de violence qui n'était pas celle de l'œil, par exemple, des dessinateurs ou des peintres de la perspective. Il ne s'agissait pas de l'œil géomètre, il ne s'agissait pas de l'œil qui quadrille l'espace, qui le met en ordre et qui prend en piège la figure, mais dans un filet de coordonnées. Voilà. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus instinctif et de beaucoup plus
oui, de beaucoup plus instinctif, j'allais dire presque tribal, c'est-à-dire que l'œil devienne gueule. Voilà. Donc Ouais, j'ai c'était trouvé que c'était un peu ce le... choix de l'infinitif, aussi bien dans le titre Oui, du oui, texte oui, que ensuite, si je parlais juste de donner les 4 propositions, oui, en fait, oui, dessine comme un programme avec une énorme puissance, donc tu oui, détailles ensuite, mais qui sont proposition 1, crever l'écran des évidences, proposition 2, vivre la métamorphose, proposition 3, alors là, c'est pas un infinitif, c'est légèrement différent, voilà. Et comme un c'est chien ça. sa proie, et puis proposition 4, peindre un portrait sauvage. Oui. Et donc l'ensemble étant effectivement regroupé sous ce titre de se faire l'œil sauvage, qui ouvre une... Enfin, c'est assez magique. Enfin, donc ça, voilà, donc j'étais très saisi par ce texte qui parlant en fait, voilà, d'une forme de théorisation en fait d'un phénomène artistique, le fait lui-même d'une manière et notamment extrêmement poétique en fait pour en parler. Donc c'est particulièrement saisissant. Et donc du coup, Alors je vais peut-être vous lire partie de la proposition 2 que j'appelle donc vivre la métamorphose, et puis peut-être un petit peu de la proposition 3. J'éviterai la dernière parce que c'est la description d'un tableau que nous n'avons pas sous les yeux. Contrairement à Hugues, je n'ai pas de reproduction de ce tableau que je trouve être le portrait d'une femme en animal. Enfin, bon. Donc la proposition 2 qui s'appelle vivre la métamorphose. Résolu à se libérer des représentations conventionnelles que nous prenons à tort pour la réalité, Giacometti se met dans la peau d'un animal. Il se fait l'œil sauvage, un œil pour la forêt avec ses ombres et ses survenances, son feulement d'inconnu. La métamorphose, racontée dans Paris sans fin, c'est un texte de Giacometti, est douloureuse. L'artiste décrit sa lutte avec, je le cite, le trop de choses. Citation à nouveau, l'impossible indessinable. Car la réalité, encore inexplorée, est sans fin, d'une richesse illimitée. Il parle de sa fatigue, de sa tristesse, éprouvée, je cite, un soir de novembre dans les allées désertes du jardin des plantes. Puis il raconte son cauchemar dans l'atelier la nuit. Je me vois crocodile, la gueule ouverte. C'était moi le crocodile rampant la gueule ouverte, avide, vorace comme l'animal en cage et impuissant. En 1963, la journaliste italienne Grazia Livi, venue l'interroger, note les transformations visibles, non plus rêvées, de son visage, de ses mains, de sa démarche. On voit Giacometti devenir tour à tour loup, crocodile, lion, loup-garou ou vampire. Et je cite le texte de la journaliste, il tourne en rond dans son atelier sombre à Montparnasse, exhibant avec violence sa nature tourmentée de sculpteur, arpentant la pièce à longs pas de loup. Ses joues sont devenues presque vertes à force de travailler la nuit. Il a une grande tête léonine avec une masse de cheveux frisés gris, de grandes mains aux ongles devenus noirs et crochus, au contact de la terre et du plâtre. Un atelier sombre comme une forêt, une violence qui excède et déforme tout, le temps, l'espace, les dimensions du corps de l'artiste. Son travail forcené la nuit, l'arpentage à longs pas d'un lieu pourtant exigu, la grande tête avec sa masse de cheveux, les grandes mains, une crinière de lion mais des ongles de vampire. Et puis Giacometti sculpte, dit-il, je cite, pour mordre sur la réalité, pour mieux attaquer, pour accrocher, pour avancer le plus possible sur tous les plans, pour se défendre contre la faim, contre le froid, contre la mort, comme un animal dans une nature sauvage, hostile, a-t-on envie d'ajouter, pour être le plus libre possible. Donc, proposition 3, comme un chien sa proie, ni contempler, ni considérer, ni observer, ni examiner, mais voir intensément, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'éclatement des limites du moi. Deux artistes figuratifs du siècle dernier, Alberto Giacometti et Francis Bacon, ont placé la tension, cet élan violent vers ce qui survient, s'offre et se réserve, échappe, une femme dans la rue, ou le visage qui me fait face, au cœur de la vision. Avec eux, elle est devenue plus semblable à l'affût d'un animal prêt à bondir sur sa proie qu'à une patiente et tranquille étude de perspective quadrillant l'espace pour prendre des têtes au filet de ses coordonnées. La pensée géomètre cède la place à l'instinct, l'ébranlement nerveux, l'excitation, l'impulsion trouvée dans la sensation à la vue d'un être ou d'une chose survenant par surprise, anime la main qui tient le crayon, le pinceau ou le canif. Sans savoir d'abord où elle va, elle s'avance à tâtons dans la nuit de la forêt. L'espace autour de la figure se vide de toute autre présence,
plus aucun repère. L'intensité du voir et du vu est telle qu'elle modifie le rapport des choses entre elles, déchire la surface des évidences, la troue, change notre univers familier, la rue autour de nous, ou la maison, en un sous-bois inextricable et ténébreux. J'ai dit à Hélène Frédéric. Alors, le texte d'Hélène Frédéric, et il y a deux autres textes pour moi dans La moitié du fourbi qui sont sur une, voilà, sur une dimension parallèle en fait par rapport au premier type de centre de gravité qu'on a parcouru là, qui sont des articles relativement analytiques, même s'ils sont faussement analytiques pour certains. Là, il y a une dimension, en revanche, je trouve, qui est... les mots me manquent évidemment, mais on rentre dans une dimension où il y a de la magie, il y a quelque chose dehors du chamanisme, et c'est des textes, j'ai trouvé, où il y a... et dont le tien en premier, qui porte voilà, quelque chose de magique, mais au sens presque originel. Et donc, voilà, je voulais savoir, par rapport donc à en creux, une présence, comment toi tu avais interprété en fait le contrat du bestiaire, en fait? C'est amusant que je te tutoie aussi, que tu parles de magie, parce que j'essaie parfois de profiter de ce genre d'invitation pour essayer, m'essayer à des genres que j'ai pas l'habitude de fréquenter. Et là, pour le coup, c'est un texte un peu autobiographique, un peu assez près du récit intime, enfin, assez près, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, et j'aime bien me réfugier dans la fiction en général, n'est-ce pas, de me porter un masque, ça me va bien. Et d'ailleurs, quand Anthony Poireau m'a écrit pour m'inviter à participer à la revue, il m'a quand même dit que la fiction n'était pas tellement bienvenue. Enfin, il m'a expliqué que c'était... Enfin, il m'a expliqué tout ce que je pouvais, tout ce qui était possible de faire, mais bon, il m'a bien précisé ça, puisque j'ai publié essentiellement des textes de fiction. Et j'ai commencé par penser à la hyène, parce que tout de suite, je me suis dit, mais il faut que je parle d'un animal... délaissé. Enfin, j'ai pensé à la hyène parce que je me suis dit cet affreux animal qu'on craint et tout. Et puis il se trouve que j'avais une petite histoire personnelle, une anecdote avec cet animal. Mais j'ai glissé assez rapidement sur la pente de la tentation d'aborder l'ours parce que parce que étant Saint-Oursoise, j'ai souvent été ramenée, enfin je viens d'une petite ville du Québec qui s'appelle Saint-Ours. Et même au Québec, on m'a très souvent fait toutes sortes de remarques sur ce nom-là, et puis on a imaginé toutes sortes de choses, et puis bon. Donc forcément, j'ai été amenée sans faire exprès, enfin j'ai glissé, je me suis laissée glisser sur cette pente du texte un peu plus personnel, sur mon rapport à l'animal, à l'ours en l'occurrence. Et puis tout de suite aussi, ce qui m'est venu, c'est ce sentiment enfin d'avoir cherché les animaux, d'avoir voulu observer des animaux, et même en forêt, même dans toutes sortes dans des circonstances normalement où on s'attendrait à voir des animaux, où je me souviens surtout de la frustration, de l'attente, de la trace, de la présence des traces, et toujours de cette présence en creux, justement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'aborder le sujet. Et j'ai trouvé que, voilà, que cette résonance que tu as créée entre ce qu'il peut y avoir derrière, justement, de non-dit, de mystérieux, justement, derrière la hyène comme derrière l'ours, y compris dans des manifestations domestiquées, comme une fois qu'elles sont passées dans le nom d'une ville, enfin, qui continuent à porter toute une charge, justement, de magie, mais de choses indistinctes et assez secrètes, en fait, que c'était assez magnifique, enfin, sur un texte qui en plus est court, enfin, donc... Merci. Mais ce qui m'amusait aussi, c'est avec l'idée de l'ours, c'était l'idée de la caverne, de la grotte. Il se trouve que je venais de découvrir un écrivain qui s'appelle François Augiéras. Nicole Caligaris me l'a fait connaître, et je la remercie au passage. Et il y avait cette idée de grotte, et je me disais que ça faisait un lien avec le numéro précédent sur le noir, et je trouvais amusant d'essayer de faire un lien entre ces deux
Ouais, voilà, c'était... Voir avec encore le précédent si c'est une grotte qui a été creusée. C'est ça, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu nous en Oui, lirais oui. un extrait? Oui, un court extrait. Hein. Puisque c'est pas de la fiction, je peux lire la fin du texte. Sans dévoiler la chute. Ça, c'est pas là. Je vous dis seulement pour vous situer qu'à l'entrée pendant mon enfance, parce que là, je crois qu'elle est plus là maintenant, mais pendant mon enfance, à l'entrée du village de Saint-Ours, il y avait une énorme statue d'ours. Pourtant, bon, il n'y a pas vraiment chose. Alors, mystérieuse présence et curieux renversement du culte à travers une statue se voulant imposante, dressée devant l'église de l'Immaculée Conception. Étonnante adoration, car c'est pour combattre la force du mythe et les rites païens qui y furent associés que l'Église s'est approprié le nom du fauve. Pour faire obstacle à des rites jugés transgressifs dès l'époque carolingienne, ces hauts dignitaires se servirent du calendrier. L'Église alla jusqu'à inventer de toutes pièces des vies de saints, parmi elles sans doute celle de Saint-Ours d'Aoste, dont le culte s'étend des deux côtés des Alpes, donne lieu chaque année à une foire d'artisanat très fréquentée, depuis l'an 1000 selon la légende jusqu'à aujourd'hui, la Fiera di Sant'Orso. Les données biographiques de cet ours du VIe siècle, encore célébré, paraissent biscornues. Évêque d'Aoste, humble ermite, il aurait été d'origine irlandaise. Les rites du calendrier rural avaient coutume de célébrer en novembre l'entrée en hibernation, puis, début février, le réveil de l'ours. De ce dernier événement nous est restée la chandeleur, aussi longtemps appelée chant de l'ours, dans les campagnes, instituée par l'Église médiévale afin de troquer jeux et simulacres inquiétants, pour une fête des chandelles et de la lumière, symbolisant la sortie des ténèbres. À la manière de mes bêtes fuyantes, et pourtant là, dans l'obscurité de l'hibernation ou de la grotte, l'ours se dissimule. S'il peut se montrer aux rares humains qui savent l'approcher, le plus souvent, pour se protéger, il se soustrait. Or, c'est bien dans les ténèbres que le feu révèle le mieux son intensité. La caverne est longtemps l'emplacement désigné pour entrer en relation avec les divinités et sceller des alliances avec elles. La grotte que les humains craignent et n'habitent pas est l'endroit où ils peignent cependant leurs légendes peuplées d'animaux. Un lieu d'inquiétude, d'intranquillité, est le lieu privilégié pour atteindre à la clarté. Le troublant François Augiéras, appelé le dernier païen, a fait l'expérience de cette élévation, de son dénuement extrême et des bougies qu'il alluma dans des cavités de calcaire. Il pénétra l'univers. De cette sensibilité au noir, il tira la matière poétique de son écriture. Comme si les réponses se trouvaient dans le vertige de ce qui questionne et bouleverse, comme si l'objet se trouvait toujours mieux dévoilé par son absence ou dans le fragment de nuit qu'il porte. C'est ainsi que mes bêtes résistent à la lumière. Daniel Monod. Je pense que sur un lien, voilà, il y a quelque chose pour moi de magique également sur un texte qui est plus délicat à relier directement au cahier des charges. Vas-y, qu'il y a eu quelque chose de, voilà, qu'il y a eu une transformation, qu'il y a eu quelque chose à l'œuvre d'assez particulier. Et c'est ça que j'avais envie de savoir, voilà, quel était l'opérateur en fait qui a servi à créer ce texte qui est pas de la même tonalité, enfin qui m'a fait aussi penser à celui d'Amandine André dont on parlera tout à l'heure. Et donc, puisque nous sommes réveillés, en fait, voilà, de comment il est né, en fait, ce réveil, enfin, cette constatation de réveil. Oui. Bah, il est né parce que je cherche, en général, je n'arrive à écrire que sur des choses qui me concernent. Donc là, au début, je m'étais dit, j'avais dit à Frédéric Fiolov, bon, je fais les animaux du zoo de Vincennes, voilà. Et puis je me suis rendu compte très vite que voilà, je m'en fichais un peu, que j'avais rien à dire, bon, et que quand on pense à la girafe, on pense à ce qu'a écrit Calvino, par exemple, et qu'on se dit, bon, ben voilà, il a tout dit, c'est pas la peine. Et donc forcément, je suis revenue à mes petites histoires à moi, et à l'enfance, qui est une période qui m'importe et sur laquelle j'ai encore envie d'écrire. Et d'ailleurs, ce texte-là m'a donné une clé un peu formelle pour poursuivre ce sujet-là. Mais
quand je lui ai dit, bon, je change, ce sera les animaux de mon enfance, j'ai précisé en essayant de ne pas faire quelque chose de gnangnan, parce que c'est vrai que les animaux de l'enfance, bon, ça peut être, on peut tomber vite, tout le monde n'est pas Colette, donc on peut tomber vite dans la nunucherie. Et ça ne l'est pas. ça hein, ne l'est pas, non, je pense pas, non. Et donc, bon, il y a cette histoire chez moi du père, du rapport difficile au père, et en fait, ce qui a vraiment déclenché l'écriture du texte, c'est cette histoire de père-chien, pour le décrire, qui est venu par hasard, et qui m'a permis de parler du père, de parler d'autres animaux, de vrais animaux cette fois, de relier tout ça en faisant une espèce un peu de mythologie et personnelle, mais en espérant que ça ne restait pas que personnel. C'est ça que j'ai trouvé frappant, c'est qu'en partant effectivement d'un homme animal, enfin justement métaphorique, donc du père chien, que derrière en fait tout vient s'incarner dans la réalité de vrais animaux qui renvoient à des souvenirs, à des situations. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi cette dimension de mystère, c'est-à-dire à quel moment la métaphore en fait s'incarne et que le père, il est encore père, mais enfin, il est devenu vraiment très chien, et il y a quelque chose où on subodore que, voilà, qu'au-delà des mots eux-mêmes, il y a une magie qui est à l'œuvre, enfin, il y a une magie transformative. Oui, c'est ça, moi, vraiment, le père chien, ça a été la clé, parce que ça m'a permis de parler de choses, parce que quand on reproche toujours à la littérature française actuellement, et une certaine littérature française, de ne parler que d'elle, mes histoires d'amour, mes histoires tristes, etc. Et ça peut tout à fait marcher. J'admire énormément Édouard Levé, par exemple, l'autoportrait, c'est merveilleux parce que ça peut concerner tout le monde, même quand il dit qu'il préfère les pantalons noirs aux pantalons autre chose. Bon, voilà, il y a quelque chose dans son écriture. Et moi, le père chien, j'ai eu tout d'un coup moins la pression de raconter telle ou telle anecdote de mon enfance qui, pour le coup, effectivement, n'intéresse que moi ou éventuellement un psychanalyste si j'avais envie d'aller en voir un, mais voilà. Oui, je vais en dire un morceau. Je vais lire la fin avec l'histoire de Loi, puisque j'ai vu que Loi était mon animal totem. Donc voilà, donc c'est la fin du texte, puisque j'aurais pu prendre n'importe quoi, puisque c'est par petites bribes, donc on peut lire un peu dans tous les sens en fait. Donc voilà. Le long de la cité de Coron, souvent la mère doit arrêter son auto, car au milieu du chemin gravelé se prélasse une oie. L'oie de Nadia, une oie grasse telle que la langue prescrit qu'il faut que soit une oie pour en être une. La mère ne klaxonne pas, ne se fâche pas. Nous patientons pour ma joie, pendant que les petits enfants de Nadia, débridés comme des chiots, ravis, les dents d'un blanc d'oie, se glissent pour que d'autres frères les roulent dans des barils de lessive désoperculés au debout. À l'intérieur de ce grand rire global qui s'est emparé de la voiture et du chemin, de la brique, de la lourde vague verte alentour de l'été, du temps pour l'arrêter, l'oie de Nadia, Gauberger, dispose, béate, dodeline enfin, maîtresse de ses horloges, et transporte ailleurs son adiposité. Qu'est-ce que vous nous préparez ? L'enfant appartient à son bestiaire autant que le bestiaire appartient à l'enfant. L'enfant n'a de valeur aux yeux de son père chien qu'en chien savant. Poser abondance de problèmes. Le décor, la faune qui l'actionne, le meux, sont aujourd'hui sous du bitume. Le décor est dans l'enfant. Pas trop absurde cette possibilité. Quoi l'enfant ? Qui ? Où ? Quand ? Démêler sa corde et la couper en deux. L'enfant sans désemparer, quoique tu aies cessé de l'être, héberge se taisant les vibrements hexapodes, les compagnies de perdrix, le papillon que le père chien appelait marionnette, le fourbi d'ange soudain. Sa faune est dans l'enfant, comme si le futur pouvait avoir une quelconque importance. La semence vole assez loin. Ici se consignent des bribes, des élans, des morceaux. La chatte, dont l'oncle fréquemment rebroussait le poil pour prouver à l'enfant qu'elle avait la peau bleue, dort sur le dos de l'oncle penché sur les rangées de haricots quand il les cueille.
On a beau tâcher d'en retarder la combustion, les vacances sont une flamme rapide, une pelure d'amadou. Oiseau apporté, mais secret. Se rapprocher, petit à petit et toujours. Pour que son enfant, son petit chien fût savant, le père chien commanda que de son crâne infendu, l'enfant sortit avec un attirail pesé au trébuchet, de douceur, d'intelligence et de docilité, autant d'armes dont le père chien savait qu'elles se retourneraient, désarmeraient l'enfant qui par surcroît les fourbissait pour lui. Palpé, luné, les petits oiseaux anfractueux contre la pierre, leur swing dans quoi le chaos se précise, ce qui se clapit, ce qui palpite, le qui-vive, le retrait, entre lesquels se meut avec obstination la petite espèce incessante. Une façon d'être qui voudrait tout englober. Il va être temps maintenant de parler de Blatt. Donc, je demande à Frédéric Fioloff. En fait, ma question sera simple. Ce texte étonnant, c'est cet amateur de Blatt dont tu nous parles dans la nouvelle, il existe vraiment ou tu l'as inventé? Il existe vraiment, tel que je l'ai décrit. Donc c'est pas un personnage de fiction. Non, je le jure. C'est vrai. Alors, c'est à ce temps, puisque là, c'est quasiment une entreprise de réhabilitation de la blatte et du cafard, qui effectivement est un animal qui est honni pour des raisons que tu nous expliques qui sont fallacieuses, enfin, et c'est juste parce qu'on est mal informé. Mais j'étais quand même curieux, enfin là, parce que tu avais choisi avant de rencontrer ce spécialiste dans la réhabilitation des blattes. Donc pourquoi le cafard? Parce que j'en ai chez moi. C'est le début de la question et de la réponse. Donc c'était effectivement une tentative de réhabilitation et qui vient on va dire, d'une expérience domestique que j'explique un peu, hein, parce que c'est en fait donc où il y a un moment où on comprend qu'on ne vaincra pas l'ennemi, donc on essaie de l'aimer. Une espèce de tentative comme ça, mais c'est réel. Donc bon, il se trouve que c'est des problèmes que j'ai un peu dans l'endroit où je vis, hein, malgré une hygiène irréprochable. Donc c'est un peu toutes ces interrogations. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas parler de ça, hein, puisque, comme on le sait, il y a peu de fiction dans la moitié du Forbi, donc c'était l'occasion. Et voilà. Et donc, du coup, bah, je me suis documenté, j'ai lu des choses, repris des choses, et entre autres lectures, expériences, j'ai effectivement fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Louis-Georges Bourda-Saint-Sevin, qui est l'auteur d'un petit site étonnant qui s'appelle le Petit Musée du Cafard, qui existe, qui est réel, et qui en fait élève des cafards. Donc je l'ai pisté, je l'ai retrouvé, et en fait voilà, donc ça c'est une partie de mon texte effectivement. Donc il y a tu reconnaîtras que la question sur la fiction était légitime quand même. Oui. Et c'est vrai, mais qui est quelqu'un de très sérieux, enfin très sympa et très sérieux. C'est un terrariophile qui s'intéresse beaucoup aux animaux, qui fait plein de choses. Et donc maintenant en fait, il travaille dans un établissement scolaire dans le Lot-et-Garonne. Il a fait une thèse très savante de philosophie sur, je la cite, je sais plus, sur des choses qui n'ont rien à voir avec le cafard. Mais voilà, c'est son autre passion. Et donc j'ai pas été quand même jusqu'à aller nos finances de revue ne nous le permettaient pas jusqu'à me déplacer au fin fond du Lot-et-Garonne pour le rencontrer, mais on a fait un Skype ensemble, on a pu échanger, donc l'entretien qu'on a eu a aussi alimenté ma culture personnelle du cafard, au-delà de ce que j'avais lu, et voilà, ça fait, donc on peut parler effectivement d'une espèce d'entreprise de réhabilitation, je sais pas, mais effectivement d'essayer de comprendre un peu quelle est cet animal, on va le dire comme ça. L'autre chose qui m'a touché, si on peut dire, dans la figure du cafard, c'est on a d'autres animaux qu'on connaît, qui inspirent des phobies, et pas
particulièrement de la sympathie. Mais la sienne est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a si on prend des araignées, des serpents, des rats, on est plutôt sur le registre, j'allais dire, de l'horreur, des choses qui sont comme ça. Avec le cafard, il y a à la fois une proximité, quoi. Le cafard mange ce qu'on mange, voilà, c'est un copain de table, on n'a pas peur d'être dévoré par un cafard, quoi. C'est pas tout à fait comme une araignée, donc il y a quelque chose d'un petit peu curieux. Et puis surtout, donc on est plus du côté du dégoût que de l'horreur, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis surtout, c'est autant il y a des animaux peu sympathiques, mais qui ont toujours trouvé un lieu de réhabilitation, de transformation, ou dans la littérature, et lui, alors bon, ça a pu m'échapper, ça fait pas non plus 10 ans que je lis des textes sur le cafard, mais lui, apparemment pas. C'est-à-dire, il y a voilà, quelle que soit la manière dont on tourne les choses, c'est toujours, ça reste l'insecte nid, dans la langue aussi. Donc il n'a pas su trouver pour l'instant son défenseur littéraire. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, il n'a pas trouvé son griot, il n'a pas trouvé son... Il reste, voilà, mais apparemment il s'en fout, hein, parce qu'il a quand même une santé de fer, et voilà, donc c'était du coup j'ai appris plein de choses sur le cafard, donc j'ai essayé de croiser un peu ce que j'ai appris de très sérieux sur cet animal, de suivre sa trace un peu évanescente ou souvent déplorable dans les textes qui pouvaient parler de lui, cet entretien avec Louis-Georges Bourdas-Saint-Sevin, et puis mon expérience personnelle de cette cohabitation qui n'a pas toujours été facile. Alors, je vais peut-être faire le début, histoire dans l'espoir peut-être de ménager un suspense commercial. Et il y a plein de choses à apprendre sur le cafard dans ce texte, mais je vous laisse le dire. L'applicateur hygiéniste, comme elle se présente à elle-même, se tenait sur le pas de ma porte, courte, trapue, le front haut. Elle avait un peu l'allure altière d'une haltérophile du bloc de l'Est au temps de la guerre froide. Pourtant, je crus déceler au fond de ses yeux une brume légère, le filet de tristesse de ceux qui savent. Elle entra d'un pas sûr dans mon appartement. Elle portait à la taille son pistolet à gel anti-blatte. Ses explications furent brèves mais précises. Une petite pointe de gel aux endroits stratégiques, entendez chaud, humide, obscur et propice à la circulation. Le produit, qui ne se trouve pas dans le commerce, SIC, attire irrésistiblement les cafards. Ils l'avalent, leur organisme gorgé de magnésium s'en trouve brutalement affecté et ils crèvent sans pondre. Lorsque je lui demandais, à l'époque j'étais innocent, lorsque je lui demandais ce qu'elle entendait par crever sans pondre, elle s'adossa à l'évier de la cuisine et esquissa un demi-sourire entendu d'elle seule. Ce qu'il faut savoir, me confia-t-elle, c'est qu'avec ces bestioles, on fait généralement tout de travers. Car que se passe-t-il lorsqu'on agresse un cafard avec un spray insecticide ou une semelle meurtrière? Il pond, tout simplement. Dès qu'elle se sent menacée, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la femelle lève les fesses et expulse immédiatement jusqu'à une centaine d'œufs translucides et absolument invisibles à l'œil nu. Une équation simple, en somme. Tuer un cafard par les moyens qui semblent les plus intuitifs, c'est en faire naître 100. Magnifique ruse de la nature, pensais-je, en comparaison de laquelle la perpétuation de l'espèce humaine me parut soudain une bien laborieuse tentative de survie. Et ce n'est pas tout, ajouta mon initiatrice. Quand on le regarde, c'est pareil. Le cafard prend peur et il pond. Je précise que c'est authentique. Je dois l'avouer, une telle sensiblerie me porta cette fois sur les nerfs. Pourtant, le coup de grâce n'était pas encore venu. Observant d'un air narquois ma cuisine immaculée, l'hygiéniste acheva. Il faut aussi que vous sachiez une chose, les cafards adorent la javel. Après ces explications, elle s'acquitta enfin de sa tâche avec professionnalisme et célérité. 5 minutes plus tard, elle regagnait la sortie, et comme je lui demandais si à présent l'affaire avait quelque chance d'être définitivement réglée, elle se tourna vers moi. Je perçus à nouveau au fond de son regard cet indéfinissable trait de mélancolie entrevu un peu plus tôt. Elle rengaina son arme et murmura comme pour elle-même. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Et il se trouve que là, en l'occurrence, c'était chez moi. Juste le petit passage qui suit. Le temps a passé, les hygiénistes sont revenus, toujours plus nombreux et mieux armés. Une entreprise de renom a procédé à un enfumage des conduits de l'immeuble. J'ai pris l'habitude de ne plus me déplacer dans ma cuisine, briquée au vinaigre, que pieds nus, à reculons et les yeux fermés, en prenant bien soin de laisser la lumière éteinte. J'ai joué la carte du libre grouillement contre celle de la libre prolifération. Pour autant, les colocataires n'ont jamais renoncé, jamais résilié leur bail sauvage, insupportable. Alors le doute s'est insinué.
Quelqu'un, quelque part, pas bien loin, devait nécessairement abriter le nid. Pire, le choyer. À coup sûr, les Camerounais protestants du premier, qui priaient la nuit à haute voix, s'adonnaient à de curieuses transes adventistes et rapatriaient régulièrement chez eux des sacs entiers de pain blanc. Une offrande? Les colocataires en raffolent du pain blanc. Mais un jour, les Camerounais protestants du premier sont partis, pas les mangeurs de pain blanc. Qui alors? Où le nid? Quel cafard retenait les cafards? Dans quel appartement l'ignominie se logeait-elle? Les suspects, un à un, quittaient le leur, jugeant peut-être le lieu insalubre où leur mission accomplie. D'autres suspects prenaient leur place en une ronde sans fin. Des cafards arrivaient, des cafards partaient, mais surtout des cafards restaient. Alors un jour, j'ai décidé que c'en était fini, fini de louvoyer, de supputer, fini de tourner autour du mal. Je suis entré comme un seul homme dans le camp de l'ennemi. C'est là que l'histoire d'amour commence. Je vais parler à Francis Tabouret. C'est peut-être voilà, sur un numéro, enfin même si c'est pas comme ça que je raisonne, mais il y a parfois un texte qui pour moi résonne plus et pour des raisons que je n'explique pas toujours. Et sur ce numéro-ci, c'est probablement le texte de Francis Tabouret qui m'a le plus parlé personnellement. Et bon, j'ai trouvé qu'il était étonnant puisqu'il est emblématique lui aussi d'une des choses que je trouve très fortes dans La moitié du fourbi, c'est la façon dont depuis le numéro 1, un certain nombre d'auteurs réussissent à donner envie par leurs mots à eux et de découvrir en fait un autre auteur et sans se contenter de le citer ou de le donner à voir, mais justement par la façon dont ils l'analysent et par la façon dont ils en extraient quelque chose. Et donc sur ce texte, alors, sur lequel je vais te demander un petit peu justement comment il est sorti, mais sur un texte qui avait l'air en tout cas au départ, et en tout cas certainement en France, un texte hésitant entre le oublié et le purement inconnu, donc qui essaye d'être dans la tête d'un faucon pèlerin. Il y a là aussi une magie assez particulière qui opère dans la façon dont tu nous parles de ce texte et tu t'en sers en fait pour faire réfléchir sur effectivement le rapport à l'animal. Donc je voulais savoir, parce que moi j'ai eu l'impression que ce texte était totalement inconnu, mais c'est peut-être une erreur de perception, peut-être qu'en fait justement tout le monde le connaît, mais qu'il est un peu tombé en oubli provisoire. Voilà, il est au creux de sa vague et il va revenir très bientôt, j'espère. Il a été publié, donc c'est un texte d'un auteur anglais, qui est publié en 67-68 je crois, qui a été traduit, qui a gagné plusieurs prix en Angleterre. C'était le premier livre de l'auteur. Il a été traduit dans la foulée en France, au Mercure de France. Il a été publié en poche dans les années 80. Et aujourd'hui, il est quasiment impossible d'en trouver un seul exemplaire de la traduction française. Bon, c'est un ami qui m'en a parlé. Je précise juste, moi au départ, mon affinité, mon tropisme, c'est le bétail. Et pas du tout les oiseaux. Je crois que j'avais jamais vraiment regardé les oiseaux, en fait. Et donc il me parle de ce livre-là. Il me dit, c'est sur les faucons pèlerins, il faut vraiment que tu lises ça. J'ai commencé à le chercher. Il n'était pas dans les bibliothèques. Épuisé chez l'éditeur. Aucun exemplaire d'occasion sur Internet. J'ai persévéré, j'ai fini par trouver un exemplaire de la traduction française en Angleterre que j'ai reçu de la première édition de la traduction française. Je suis parti sur autre chose. Je peux rester sur ta question. Non, ça c'est très bien. Enfin, vraiment, c'est justement ce que je dis. Et moi, ce texte m'a fasciné. Ouais, non, justement, dans l'application, c'est très cohérent de pousser comme ça parce que ça renvoie aussi à ce que le texte lui-même fait, en fait. Ouais. Et donc voilà, donc je peux dire que ce texte-là, ce livre est quasiment introuvable aujourd'hui. En Angleterre, il a été réédité récemment, aux États-Unis aussi, dans sa version anglaise. À l'époque, il avait été traduit en roumain, en allemand, en italien, en finlandais. En France, je ne doute pas qu'il sera réédité prochainement et je vous encourage à le lire. Ça s'appelle Le Pèlerin de John Alec Baker. Donc dès qu'il sera disponible, je vous y encourage. Ceux qui lisent l'anglais, la version anglaise est disponible. Donc voilà, donc je suis tombé sur ce livre-là. Et moi j'étais fasciné à la fois par son regard sur les bêtes, dans lequel moi je me suis retrouvé. En gros, moi j'ai senti ce que c'était d'être un oiseau. Et ça c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Là je crois que maintenant je peux dire je sais ce que c'est de planer. Je sais ce que c'est un courant d'air chaud. Je sais ce que c'est un piqué. Et j'en ai eu la sensation physique. Il se trouve que j'ai beaucoup lu ce livre dans des avions aussi. Je ne sais pas si ça avait un rapport, mais je ne suis pas sûr. Bon. Mais, donc ça m'a vraiment fasciné. Et ensuite, la langue de cet auteur est magnifique. C'est un poème.
C'est un livre poème. Donc pour le présenter rapidement, c'est un journal qui commence en octobre, qui se termine en mars. Le pèlerin est un migrateur. L'auteur habite un petit peu au nord de Londres, dans une petite ville qui s'appelle Chelmsford. Et donc le pèlerin vient passer ces hivers-là. Et donc, tous les 2-3 jours, il sort, il décrit le temps qu'il fait, il cherche le pèlerin, il le trouve, il décrit son vol, son bain, son ennui, son repos, et ensuite ça se termine tous les jours par le meurtre. Parce que le pèlerin est un prédateur, et donc il y a ce sort de tension, de thriller que tous les jours il va tuer. Et donc il décrit ça jour après jour. Et c'est magnifique, c'est jamais décrit de la même façon. Moi j'étais fasciné comme il arrive par exemple à décrire d'une aussi belle façon l'hiver anglais. Je veux dire, des variations sur la brume et le givre et la nuit qui tombe très tôt, en Angleterre, c'est assez fort. Si bien qu'après avoir lu ce livre, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, et je suis parti en Angleterre sur les terres où il a été écrit. Et juste pour parler un petit peu de cet auteur, donc j'étais me promener là où il se promenait, et j'ai retrouvé ses archives, donc à la fois ses carnets, ses jumelles, l'auteur est décédé dans les années 80, ses jumelles, ses cartes géographiques, ses notes, sa correspondance, etc. Et donc je suis rentré une deuxième fois dans sa langue en consultant ses archives. Voilà. Je trouvais vraiment ce texte incroyable parce que, alors, au-delà même de son sujet, qui est fascinant et qui donne en effet formidablement envie de le lire, ce pèlerin, mais je trouvais qu'il y avait une façon de mettre en scène finalement l'espèce d'essence mystérieuse de l'ornithologue, justement, qui est un personnage qui m'a toujours fasciné, qui est à la fois dans la contemplation extrême et en même temps dans une minutie qui passe l'imagination. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une mise en scène de l'obsession qui est assez extraordinaire, et là qui m'a fait penser à un texte qui n'a rien à voir avec les oiseaux, qui est Rouge ou mort de David Peace, qui s'applique en fait au football et à l'entraînement de l'équipe de Liverpool dans les années 60-70. Mais qui, je trouve, est rythmé pareil. Il y a vraiment l'obsession à l'œuvre et mise en scène, c'est-à-dire le fait de noter les moindres choses, dont le sens reste quand même mystérieux, parce que l'accumulation de notations, de choses, ne produit pas nécessairement du sens, à part pour la personne elle-même, dans un mélange de rituel et de rationalité qui est assez étonnant, et je trouve que ce texte rend magnifiquement. Ouais. En tout cas, l'auteur était quelqu'un d'extrêmement obsessionnel. C'est-à-dire, il a mis 10 ans pour écrire ce livre, qui est à peu près son unique livre. Il a un deuxième, qui est un peu plus mineur derrière. Il l'a réécrit 5 fois. Il n'était jamais trop sorti de sa ville. C'est quelqu'un qui n'avait pas le permis de conduire. Avant de l'envoyer à un éditeur 10 ans plus tard. Et dans ses carnets, il compte tout. Il compte quel oiseau il a vu quel jour, à quel endroit. Et donc, il y a des index par endroit, par espèce d'oiseau, par heure de la journée, etc., sur 10 ans. Et ensuite, dans les archives, il y avait ses manuscrits, et les épreuves et les corrections. Et il compte sur chacune des pages le nombre de verbes, d'adjectifs, de comparaisons et de métaphores. Et ensuite, il a une formule que je n'ai pas réussi à déchiffrer, une sorte d'équation, qui donne un pourcentage. Donc c'est pour ça qu'il a retravaillé son livre pendant 10 ans. Et ensuite, dans ses archives, il y avait aussi les livres qu'il a lus. Et pour chacun des livres, qui sont classés en d'excellent, très bon à acceptable, mais pour chacun, donc il y a l'auteur, le titre, le pourcentage. Donc je pense qu'il a lu ces livres en les comptant, parce que voilà, les excellents livres sont entre 65 et 75%, et les acceptables tournent autour de 25-30%. Mais moi j'ai beau avoir cherché cette équation tout à fait mystérieuse. Je pense quand même qu'il y a un rapport entre le nombre de métaphores et les métaphores ne sont pas du tout présentées de la même façon par rapport au nombre de mots global de chacune des pages. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement obsessionnel, et ça donne ce livre qui est vraiment superbe, qui est un très très long poème sur le faucon pèlerin. Bien sûr. Baker est aspiré par le faucon. J'étais aspiré par ces mots. Après quelques jours dans les pages du pèlerin, il m'a semblé voler, devenir à mon tour oiseau. C'est une sensation étrange, assez grisante. J'ai eu la sensation physique, précise et douce, comme un deuxième monde inconnu dans lequel je pénétrais, de ce qu'est la poussée de l'air chaud sous les ailes. J'ai goûté la jouissance et le vertige d'un piquet. Le temps est tiré d'un vol plané, où le battement régulier est plein de confiance des ailes quand les trajets dans le ciel se font longs. Jusqu'alors, je n'avais pas porté plus d'attention que cela aux oiseaux. La langue de Baker enveloppe, le pèlerin est un long poème. Il y a aussi que je me retrouve dans son regard sur la nature, sur les animaux. Baker décrit le banal, le quotidien,
parfois l'absence ou l'ennui, de l'oiseau comme de celui qui l'observe, qui prennent parce qu'il y porte attention 1000 couleurs. C'est l'infraordinaire de Georges Perec mêlé à l'extraordinaire de troquer sa peau d'homme pour les plumes du faucon, de quitter la terrible horizontalité de nos déplacements pour la matière inconnue de l'air. Dans toutes les villes que je traversais, je n'avais plus Dieu que pour les oiseaux qui fendaient le ciel, pour le ressac des vents qui les bercent, pour ces apparitions d'ailes et de têtes. Pour finir, donc, Amandine André. On se proposait, moi je vais pas vraiment poser de questions, en fait, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était celui qui était probablement le plus, alors de tout le recueil, le plus chamanique, le plus, à la fois le plus mystérieux, et donc plutôt que d'en parler, je pourrais préférer l'écouter intégralement, en fait, si ça, je pense qu'il se présente tout seul, enfin, le texte. Instruction pour la bête. Le point de vue de la bête en moi que je suis, entend-il par bestiaire ce qui serait autre, sans jamais chercher le bétail en soi, ce qui est abaissé en soi, ce qui de moi est bête. De tout ce qui hurle la nuit à mort ou couine dans un piège, ce que je t'ai pour tenter de garder ce visage l'humain auquel je m'accroche, m'y accrochant comme une bête en moi, de cela que je t'ai qui hurle la nuit entre les espaces domestiques rendus nocturnes, ce qui couine sous un lit le mien, moi, ce qui couine que je couine avec cette bête avec moi et en moi ce que je suis et ce qu'on a fait de moi. Dans le silence, les bêtes, dit-on qu'elles meurent ainsi dans ce silence, et pour elles, ce point sera un jour mourant dans un coin, le mur d'une banque ne cessera, il faut le croire, ne cessera de manquer, car c'est à moi qu'il revient d'accepter cela, qu'il meurt encore en moi, que je ne fais rien pour qu'il ne cesse pas de mourir, que je suis cette bête qu'on a fait de moi, ma forme humaine, défaisant la nuit avancée, je me reclus et mes jours sont devenus ces nuits de réclusion emmaillotées dans ce corps, je suis la fiction enroulée sur elle-même prise dans ce même angle du mur de la banque qui ne cesse pas en moi de poursuivre la trajectoire inachevée de ce rat presque mort, ces bêtes qui me fait devenir la nuit, laquelle de toutes hurle la nuit, les jours devenus autant de nuits sous le lit. Couine, gratte et griffe comme pris dans le piège tendre domestique du lit chaud, de tant de maladies, des globules blancs psychopathes m'assommant ici seul, espace dans lequel la forme non humaine que j'ai fait me fait tenir dedans, j'appelle souvent de bouche la mienne, le mot sort seulement eux, les bestioles, eux, elle, je ne sais, surpris en moi par moi rongeant l'intérieur du corps mien et tout espace dehors dit par d'autres sociales, les marches comme premier rempart entre le social dit par eux et moi de ma disparition, cette bête que je suis qu'on a fait de moi, elle qui dit cette disparition et cette bête en toi, quelle forme, quel mugissement, croassement ou coassement de cette gueule mienne sort quoi la disparition mienne que je me traîne comme le fantôme de moi pour taire eux qui couinent, mugissent, hurlent ou coassent, ne sais-je, je dis la fantomatique présence qu'on a fait est une bête dans la nuit, je cherche sa forme, laquelle de rampant à volant à poil ou encore avec des ailes domestiques ou sauvages en opposition à ce moi domestique, sous le lit, dans les draps, le sel des larmes, la sueur de la terreur diurne de la lumière, l'espace où je ne suis plus, résidu d'un monde mien sorti reste. Cependant le balai, l'aspirateur, la table du bureau, que je bouge, que je cherche à me convaincre que je ne suis ni bête, ni présence fantomatique. Cette bête, oui, ce que je cherche, cette forme, laquelle je vais frayer par la langue pour concevoir ce qui se trame et
bête comme seul l'humain le peut, et de l'état du bestiaire tout humain, ne pouvant plus que je croasse sans aucun doute la bête en moi, abaisser ce qui m'abaisse, et comment je m'abaisse par la volonté absente, putride, que je voudrais me pendre et m'interdit de séjour chez les humains. C'est cela, cette forme de cette disparition de l'humain en moi, haïr sa vie, et le premier pas pour me convaincre la bête en soi de m'égorger, de me ruiner, de me déchiqueter toute peu en pièces, que entrailles sorte corps est vidé d'une volonté impuissante, qu'importe la douleur, l'image et l'odeur, que s'achève par moi ce qu'on a fait de moi, qu'enfin je trouve cette forme bêtise en moi, hors de je voudrais encore cela, je le sais, m'empêche de dire tue-moi, liquide-moi, anéantis-moi, je couine la nuit, je rampe le jour, je parasite ta vie libre et belle, et toi qui veux la bête en moi, déterminer son espèce, son cri, son style, s'agitant dans cette feuille, dans cette page, dans cet écran, comme un piège qui, pour la bête en moi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Avec une pensée en plus donc pour les autrices et les auteurs qui n'étaient pas là ce soir, je dirais simplement, et avec un petit mot qui n'est pas simplement un mot de commerçant, mais que la caractéristique de la moitié du fourbi en tant que revue et en tant qu'anthologie instantanée, c'est aussi que c'est un cadeau parfait, puisque ça permet d'un seul coup d'avoir accès à 18 perspectives ouvertes vers des directions toutes différentes, saisissantes, et ce serait très peu probable en fait que parmi vos amis et vos amis, il n'y a pas dedans plein de choses différentes qui justement là, les touchent ou leur plaisent, compte tenu de la variété voilà, des perspectives ouvertes. Et c'est vraiment un numéro superbe, je peux dire, comme les 5 précédents, mais peut-être encore un peu plus. En tout cas, merci vraiment beaucoup à vous de l'avoir réalisé, puis d'être venu ce soir pour fêter et continuer à fêter donc autour de quelques verres. Merci. Merci.